Il rentrait chez lui pour surprendre ses parents avec une vie pleine de succès. Mais ce qu'il découvrit à l'entrée de son propre hôtel particulier le glaça d'effroi. 2 personnes âgées tremblant dans la neige, jetées comme des ordures. Il n'imaginait pas que cette image le plongerait dans un abîme de culpabilité qu'il ne pourrait jamais oublier. La voiture noire s'arrêta devant la demeure juste au moment où le soleil d'hiver commençait à se coucher. Sébastien Montaigne en descendit avec un sourire triomphant, rajustant son manteau de cachemire tout en admirant l'imposante construction de 3 étages qui lui appartenait désormais. Il avait planifié ce moment pendant des mois, surprendre ses parents, leur montrer que leur fils avait enfin atteint le succès dont il avait toujours rêvé. Mais lorsque ses yeux se posèrent sur l'entrée latérale de la propriété, son sourire se figea sur son visage comme la glace qui recouvrait le sol. 2 silhouettes étaient assises dans la neige, recroquevillées sous une couverture râpée qui les protégeait à peine du vent glacial. Un homme âgé étreignait une femme aux cheveux blancs, tous 2 grelottant de froid. À côté d'eux, 2 vieilles valises et une boîte en carton d'où dépassaient des photographies. Ils semblaient abandonnés comme des déchets en cette nuit d'hiver glacial. Sébastien sentit que quelque chose se brisait dans sa poitrine en reconnaissant les visages. C'étaient ses parents. Monsieur Arthur et Madame Hélène, les êtres qui lui avaient donné la vie, étaient assis dans la neige comme des indigents devant la maison qu'il avait achetée pour impressionner sa fiancée, la maison où il ne leur avait jamais dit qu'il vivait. « Papa, maman !» cria Sébastien en courant vers eux, le cœur brisé. « Qu'est-ce que vous faites ici? Mon Dieu, vous êtes glacés !» Monsieur Arthur leva les yeux, son regard fatigué, empli de larmes contenues, croisa celui de son fils. Il n'y avait aucun reproche dans ce regard, seulement une tristesse infinie qui transperça Sébastien comme un couteau. « Mon fils !» murmura le vieil homme d'une voix brisée. « Nous ne voulions pas te déranger. Antoine nous a dit que tu vivais ici. Mais la dame qui est sortie nous a dit que nous ne pouvions pas entrer, que cette maison n'était pas un endroit pour des gens comme nous. » Sébastien sentit que le sol s'ouvrait sous ses pieds. Il s'agenouilla devant ses parents, prenant les mains glacées de sa mère entre les siennes. Madame Hélène le regarda avec ses yeux qu'il avait jadis vus avec une fierté infinie, mais qui maintenant ne reflétaient que honte et douleur. « Pardonne-nous, mon fils », murmura-t-elle d'une voix rauque. « Nous ne voulions pas te faire honte devant tes amis. Nous partons. Antoine viendra nous chercher bientôt. Vous me faire honte ?» Sébastien sentit les larmes brûler ses joues. « Vous ne pourriez jamais me faire honte. Qui vous a fait ça? Qui vous a mis dehors ?» La porte principale de l'hôtel particulier s'ouvrit avec un bruit sec. Christine Dubois apparut sur le seuil, enveloppée dans une robe de soirée couleur perle qui brillait sous les lumières de l'entrée. Son visage parfait affichait une expression d'agacement absolu, comme si la présence de ces personnes âgées était une tache sur sa parfaite célébration. « Sébastien, qu'est-ce que tu fais dehors ?» demanda-t-elle d'une voix froide. « Les invités attendent. Ce soir, nous annonçons nos fiançailles. Tu te souviens ?» Sébastien se leva lentement, ses parents tremblant encore derrière lui. La fureur commença à bouillir en lui, se mêlant à une culpabilité qui l'étouffait. « Christine, c'est toi qui as mis mes parents à la rue. » Elle laissa échapper un rire sec, sans joie. « Tes parents, Sébastien ?» 2 vieillards en haillons ont sonné à la porte pour te parler. Je leur ai dit que cette maison n'était pas un refuge pour indigents. Comment aurais-je pu savoir que c'était? Elle fit une pause, les regardant avec mépris. Bien que, à bien les regarder, je comprends pourquoi tu ne les as jamais mentionnés. Ils ne correspondent pas vraiment à l'image que nous avons construite, n'est-ce pas? Le silence qui suivit fut assourdissant. Plusieurs invités étaient sortis à l'entrée, attirés par le scandale. Des hommes et des femmes en costumes impeccables observaient la scène avec des expressions allant de la surprise à la moquerie mal dissimulée. Sébastien entendit les murmures qui commencèrent à se propager comme un feu de brousse. Les pauvres vieux, ce sont ses parents. Quelle honte! Je ne savais pas que Montaigne venait de si bas. Monsieur Arthur tenta de se lever, chancelant. Sébastien courut le soutenir, mais son père le retint d'une main tremblante. « Non, mon fils, nous avons déjà causé assez de problèmes. Ta mère et moi allons partir. Tu as ta vie, tes amis. Nous ne sommes pas venus gâcher quoi que ce soit. Vous n'allez nulle part. » La voix de Sébastien résonna dans l'air glacial, empli d'une rage qu'il n'avait jamais ressentie. « C'est votre maison autant que la mienne !» Christine descendit les marches d'un pas calculé, ses talons résonnant sur la pierre. Elle croisa les bras, regardant Sébastien avec un mélange de déception et de froideur absolue. « Sébastien, ne sois pas ridicule. Pense à ce que tu fais. Tous nos partenaires sont à l'intérieur. Le contrat avec les Valois est sur le point d'être signé. Vas-tu vraiment tout gâcher pour mes parents ?» Sébastien l'interrompit, sa voix tremblante d'émotion. « T'entends-tu, Christine? Réalises-tu ce que tu viens de faire?
Ce que j'ai fait, c'est protéger notre réputation, répondit-elle sans broncher. Toi et moi construisons un empire. Nous ne pouvons pas nous permettre de faiblesse sentimentale. Je pensais que tu avais compris. Madame Hélène commença à pleurer en silence, couvrant son visage de ses mains. Monsieur Arthur l'étreignit fermement comme s'il voulait la protéger du monde entier. Sébastien sentit que quelque chose en lui se brisait définitivement en voyant ses parents ainsi, humiliés, congelés, détruits devant la maison qu'il avait achetée avec l'argent qu'il avait gagné, en les oubliant. « J'ai travaillé toute ma vie », dit monsieur Arthur soudain d'une voix ferme malgré la douleur. « J'ai été maçon, ouvrier, tout ce qu'il fallait pour que ce garçon puisse étudier. Sa mère cousait jusqu'à l'aube pour payer ses livres. Nous n'avons jamais rien eu, mais nous avons toujours eu notre dignité. Et maintenant, sa voix se brisa. Maintenant je découvre que mon fils a honte de nous, n'est-ce pas ? Sébastien tomba à genoux devant son père. « Papa, je n'ai jamais… » « Alors, pourquoi n'es-tu jamais venu nous voir, mon fils ?» La question de sa mère fut un murmure chargé d'années de douleur. « Pourquoi as-tu cessé d'appeler ? Pourquoi, quand Antoine te cherchait, disais-tu toujours que tu étais occupé ?» Sébastien n'eut pas de réponse. Les mots s'étranglaient dans sa gorge tandis que les souvenirs le frappaient comme des vagues. Les appels ignorés, les excuses creuses, les promesses non tenues de leur rendre visite bientôt. Il s'était convaincu qu'il construisait un avenir meilleur, que lorsqu'il aurait suffisamment de succès, il reviendrait pour eux, leur donnerait tout ce qu'ils méritaient. Mais la vérité était plus sombre et plus simple. Il avait eu honte. Honte de son humble origine devant Christine et son cercle social. Honte de la petite maison en pierre où il avait grandi. Honte des mains calleuses de son père et du français simple de sa mère. Il avait échangé les deux personnes qu'il aimait inconditionnellement contre un monde qui ne l'acceptait que pour son argent. « Monsieur Montaigne », une voix rauque interrompit le moment. Un homme âgé en salopette de travail foncé s'approcha de la rue, portant un thermos fumant. « J'ai apporté du café chaud pour monsieur Arthur et madame Hélène. Je ne pouvais pas les laisser dehors plus longtemps. » C'était Antoine, l'ancien employé de confiance de ses parents, devenu leur seul véritable soutien. L'homme qui avait élevé des poules dans la cour de la modeste ferme, qui avait appris à Sébastien à faire du vélo, qui n'avait jamais cessé de l'appeler « mon petit », peu importe l'argent qu'il avait. Antoine regarda Sébastien avec un mélange de déception et de tristesse qui fit plus mal que n'importe quel reproche. « Monsieur Arthur m'a parlé de vous il y a des semaines, jeune Sébastien. Il m'a dit qu'il voulait vous voir, qu'il avait quelque chose d'important à vous dire. J'ai essayé de vous joindre. J'ai laissé des messages, mais vous étiez toujours en réunion, en voyage, à des dîners importants. » Sébastien sentit que le monde s'arrêtait. Son père avait besoin de le voir. « Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Monsieur Arthur détourna le regard, mais madame Hélène parla d'une voix tremblante. « Les médecins ont dit que son cœur est très faible, mon fils, qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. C'est pour ça que nous voulions te voir une dernière fois. Nous voulions juste te dire au revoir. » Le cri qui sortit de Sébastien fut un son primitif, déchirant. Il s'accrocha à son père comme un enfant perdu, sanglotant sans contrôle, tandis que les invités observaient la scène avec des visages de pierre. Certains murmuraient, d'autres détournaient le regard, mal à l'aise. Mais Christine restait immobile sur les marches, les bras toujours croisés, sans le moindre soupçon de compassion sur son visage parfaitement maquillé. « Je ne savais pas », pleura Sébastien. « Papa, je ne savais pas. Pardonne-moi, s'il te plaît, pardonne-moi. » Monsieur Arthur caressa la tête de son fils de main tremblante. « Il n'y a rien à pardonner, mon fils. Tu as choisi ton chemin, et c'est bien. Nous voulions juste te voir une dernière fois avant que je parte. C'est tout. » Antoine aida les personnes âgées à se lever. Monsieur Arthur chancela et Sébastien le retint fermement, sentant à quel point ce corps, qu'il avait autrefois cru invincible, était devenu fragile. « Je vais les ramener à la maison », dit Antoine à voix basse. « Ils ont eu assez froid. »« Non », Sébastien s'interposa. « Ils restent ici. C'est leur maison maintenant. » Christine descendit les dernières marches, sa patience enfin épuisée. « Sébastien, écoute-moi bien. Si ces gens entrent dans cette maison, je pars. Et pas seulement moi, les Valois, les associés, toute l'entreprise que nous avons construite. Tu devras choisir soit ton passé de misère, soit notre avenir de succès. » Le silence fut absolu. Même le vent sembla s'arrêter. Tous les yeux étaient sur Sébastien, attendant sa décision. Son père le regardait avec des yeux pleins de larmes, mais aussi de compréhension, comme s'il connaissait déjà la réponse. Sa mère serrait la main de monsieur Arthur, se préparant à une nouvelle déception. Sébastien regarda Christine, puis ses parents, et à ce moment-là, quelque chose qui avait sommeillé en lui se réveilla enfin. « Antoine » dit Sébastien d'une voix ferme, essuyant ses larmes. «
Fais entrer mes parents dans la chambre principale. Qu'on leur prépare le lit le plus confortable de la maison. Sébastien, commença Christine d'une voix menaçante. Toi, l'interrompit-il, la regardant avec des yeux qui, pour la première fois, voyaient avec clarté. Tu peux rester ou partir, mais je vais te dire quelque chose. J'ai construit un empire sur le dos de 2 personnes qui ont tout sacrifié pour moi. Et pendant des années, j'ai fait semblant qu'elles n'existaient pas parce que j'avais honte de mes origines. Ce soir, j'ai trouvé mon père malade assis dans la neige. Et si cela ne te brise pas le cœur, alors tu n'es pas la femme avec qui je veux passer le reste de ma vie. Un murmure parcourut les invités. Christine pâlit, incrédule. Tu me quittes pour eux? Je ne te quitte pas pour eux, répondit Sébastien. Je te quitte parce que j'ai découvert que l'homme que je suis devenu avec toi est quelqu'un que je ne reconnais pas, quelqu'un qui a laissé ses parents dans la rue, et ce n'est pas l'homme que je veux être. Christine recula d'un pas, ses yeux brillants de rage. Tu vas le regretter, Sébastien Montaigne, je te le jure. Elle tourna sur ses talons et entra dans la maison d'un pas furieux. Les invités commencèrent à se disperser, certains évitant le regard de Sébastien, d'autres marmonnant entre eux. En quelques minutes, l'hôtel particulier fut presque vide, seul l'écho des portes qui claquent et des moteurs qui démarrent. Sébastien s'agenouilla devant ses parents pour la dernière fois ce soir-là. « Pardonne-moi, s'il te plaît, je passerai le reste de ma vie à vous le rendre. » Monsieur Arthur sourit faiblement, caressant le visage de son fils. « Tu l'as déjà fait, mon fils. Tu l'as déjà fait. » Antoine aida les personnes âgées à entrer dans la maison. Sébastien les suivit, refermant la porte derrière lui, mais dans le silence de cette nuit glaciale, une question commença à marteler son esprit. Pourquoi Antoine avait-il dit qu'il avait essayé de le joindre pendant des semaines, alors qu'il n'avait jamais reçu le moindre message? Et plus important encore, qui s'était assuré que ces messages n'arrivent jamais? Les jours qui suivirent furent comme un réveil d'un cauchemar pour découvrir que la réalité était encore pire. Sébastien avait transformé sa vie complètement. Il annula des réunions importantes, ignora les appels de partenaires furieux et transforma son hôtel particulier en un refuge pour ses parents. Mais chaque sourire qu'il réussissait à arracher à Madame Hélène, chaque moment de paix aux côtés de Monsieur Arthur, s'accompagnait d'une culpabilité qui le dévorait de l'intérieur comme un poison lent. Le matin du 3e jour, alors qu'il préparait le petit déjeuner dans une cuisine qu'il n'avait jamais utilisée, il entendit des pas faibles descendre l'escalier. Monsieur Arthur apparut à l'entrée, s'appuyant sur la canne qu'Antoine lui avait procurée. Son visage pâle montrait l'effort que lui avait coûté ce simple acte de descendre au rez-de-chaussée. « Papa, tu devrais te reposer, » dit Sébastien rapidement, laissant la poêle et courant pour le soutenir. « J'ai trop reposé dans ma vie, mon fils, » répondit le vieil homme avec un sourire fatigué. « Maintenant, je veux vivre chaque minute qu'il me reste, surtout celle-ci avec toi. » Ils s'assirent ensemble à la table de la salle à manger, une table en marbre italien que Sébastien avait autrefois achetée pour impressionner des invités qui ne revinrent jamais après cette nuit-là. Monsieur Arthur observait la maison avec des yeux qui semblaient voir bien plus que ce que Sébastien aurait voulu montrer. « C'est une belle maison, mon fils, mais elle semble vide, comme si personne n'y avait jamais vraiment vécu. » Les mots tombèrent sur Sébastien comme des pierres. Il avait raison. Il avait rempli cette demeure d'objets chers, d'art qu'il ne comprenait pas, de meubles qu'il n'utilisait jamais, mais il ne l'avait jamais transformé en foyer. « Papa, » commença Sébastien, la voix brisée. « J'ai besoin de te demander quelque chose. Antoine a dit qu'il avait essayé de me contacter, qu'il avait appelé il y a des semaines pour me dire que tu étais malade. Mais je n'ai jamais reçu de message, ni d'appel, ni de courriel. Rien. » Monsieur Arthur prit une lente gorgée de café, ses mains tremblant légèrement. « Antoine m'a montré les relevés d'appels sur son téléphone. Il a appelé ton bureau 14 fois en 3 semaines. On lui disait toujours que tu étais occupé, qu'on te transmettrait le message, mais tu n'as jamais rappelé. C'est impossible. » Sébastien sentit le sang se glacer dans ses veines. « Mon assistante me transmet toujours tous les messages. Tous. »« Ton assistante ?» demanda Monsieur Arthur. « Comment s'appelle-t-elle ?»« Monique Leroy. Elle travaille avec moi depuis 3 ans. Elle est complètement fiable. » Le vieil homme hocha lentement la tête, mais quelque chose dans son regard suggérait qu'il en savait plus qu'il ne le disait. « Mon fils, ces derniers jours ici, j'ai vu des choses. J'ai entendu des conversations que je n'aurais pas dû entendre. Et il y a quelque chose que tu dois savoir sur la nuit où nous sommes arrivés. » Sébastien se pencha en avant, son cœur battant avec force. « Quoi, papa ?» Avant que Monsieur Arthur ne puisse répondre, la porte principale s'ouvrit avec fracas. Christine entra à pas furieux, suivie de 2 hommes en costume que Sébastien reconnut immédiatement. Richard Valois et son fils Xavier, les partenaires les plus importants de son entreprise.
Sébastien, nous devons parler maintenant, ordonna Christine, ignorant complètement la présence de Monsieur Arthur. Ce n'est pas le bon moment, répondit Sébastien en se levant. Je suis avec mon père. Richard Valois s'avança. Son visage habituellement aimable s'était transformé en un masque de sévérité. Montaigne, le conseil d'administration s'est réuni la nuit dernière. Ton comportement a été inacceptable. Tu as humilié Christine devant des investisseurs clés. Le contrat de fusion avec nos entreprises est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Et pas seulement ça, ajouta Xavier en croisant les bras. Plusieurs clients retirent leurs comptes. Ils disent qu'ils ne peuvent pas faire confiance à quelqu'un d'aussi instable émotionnellement. Sébastien sentit la rage bouillir en lui. Instable? J'ai défendu mes parents d'un acte de cruauté. Si c'est de l'instabilité, alors je ne veux pas faire partie de votre monde. Christine laissa échapper un rire amer. Ton monde n'existe plus, Sébastien. J'ai vérifié les chiffres ce matin. Sans le contrat Valois, ton entreprise perd 70% de ses revenus. Dans 3 mois, tu seras en faillite. Alors je serai en faillite, répondit-il, se surprenant lui-même par la fermeté de sa voix. Mais je ne serai pas seul. C'est tellement émouvant, dit Christine avec sarcasme. L'entrepreneur à succès renonce à tout pour ses vieux parents. C'est presque poétique. Dommage que la poésie ne paie pas les hypothèques. Monsieur Arthur se leva avec effort, s'appuyant sur la table. Sa voix, bien que faible, résonna avec une autorité qui surprit tout le monde. « Mademoiselle, je ne sais pas quel genre de personne vous êtes, mais je vais vous dire quelque chose. J'ai vécu de nombreuses années sans rien d'autre que l'amour de ma famille, et j'ai vu mourir des hommes riches complètement seuls, entourés de luxe, mais sans personne pour pleurer leur départ. Mon fils a choisi l'amour plutôt que l'argent, et c'est la seule vraie richesse qui existe. » Le silence qui suivit fut absolu. Christine pâlit, mais retrouva rapidement son masque de froideur. Quel beau discours! Mais les discours ne nourrissent pas. Elle se tourna vers Sébastien. Tu as 48 heures pour reconsidérer, ou tu perds tout. Les 3 sortirent, laissant derrière eux une traînée de parfums chers et des menaces voilées. Sébastien aida son père à se rasseoir, remarquant à quel point il tremblait de l'effort que lui avait coûté ce petit acte de bravoure. « Papa, tu n'aurais pas dû. Quelqu'un devait le dire, » interrompit Monsieur Arthur. « Cette femme a du poison dans le cœur, mon fils. Et ce que j'allais te dire avant qu'il n'arrive est important. La nuit où nous sommes arrivés, avant qu'on ne nous chasse, j'ai entendu Christine parler au téléphone dans le bureau. Elle pensait que nous dormions dans la salle d'attente où le majordome nous avait laissés. Qu'as-tu entendu, Monsieur Arthur ?» Il inspira profondément, comme si les mots lui coûtaient une douleur physique. Elle disait à quelqu'un qu'elle appelait mon amour que tout se déroulait comme prévu, que bientôt tu devrais choisir entre nous et ton entreprise, et que lorsque tu choisirais mal, comme elle s'y attendait, elle aurait finalement le contrôle total de ta société. Sébastien sentit que le sol bougeait sous ses pieds. Cela n'a aucun sens. Christine n'a pas accès à mon entreprise. Nous sommes partenaires dans certains projets. Mais, mon fils, la voix de Monsieur Arthur se brisa. Elle a aussi dit autre chose. Elle a dit que Monique avait fait un travail parfait, en bloquant les appels de ce vieux ennuyeux. Il n'a jamais su que son père était malade jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour faire quoi que ce soit qui ne le fasse pas passer pour le méchant. Le monde de Sébastien s'effondra à cet instant. Monique, son assistante de confiance depuis 3 ans, la femme qui gérait son emploi du temps, filtrait ses appels, avait accès à tous ses courriers. Elle avait été la main invisible qui l'avait tenu éloigné de ses parents, même lorsqu'ils avaient désespérément besoin de lui. « Pourquoi ?» murmura Sébastien. « Pourquoi ferait-elle ça ?» Monsieur Arthur posa une main tremblante sur celle de son fils. « Parce que quelqu'un le lui a demandé ou l'a payé, et je crois que nous savons tous les deux qui. » Avant que Sébastien ne puisse répondre, Antoine entra en courant dans la cuisine, le visage décomposé par la terreur. « Monsieur Sébastien, Madame Hélène est tombée à l'étage. Elle ne peut pas se lever. » Sébastien monta les escaliers 4 à 4, son cœur martelant sa poitrine. Il trouva sa mère sur le sol du couloir, s'accrochant à une enveloppe Kraft de mains tremblantes. Son visage était pâle, et des larmes coulaient sur ses joues ridées. « Maman, maman, qu'est-ce qui s'est passé ?» Sébastien s'agenouilla à côté d'elle, l'aidant à s'asseoir contre le mur. Madame Hélène leva l'enveloppe de mains tremblantes. Sa voix sortit comme un murmure brisé. « Mon fils, je suis entré dans ton bureau en cherchant un livre pour ton père et j'ai trouvé ça. Pardonne-moi, je ne voulais pas fouiner, mais quand j'ai vu les photos, je n'ai pas pu... » De main maladroite, Sébastien ouvrit l'enveloppe. Son monde s'effondra une seconde fois ce matin-là. Des photographies. Christine embrassant Xavier Valois dans un hôtel. Christine signant des documents dans un cabinet d'avocat et un contrat de mariage qui lui glaça le sang. En cas de divorce ou de séparation,
Christine aurait droit à 50% de toutes les propriétés et entreprises de Sébastien Montaigne. Mais ce qui le dévasta complètement fut la date du contrat. Il avait été signé 6 mois avant qu'il ne lui propose le mariage. Tout avait été un piège depuis le début. « Mon fils », murmura Madame Hélène d'une voix brisée de douleur. « Cette femme ne t'a jamais aimé, elle ne voulait que ton argent. Et quand elle a vu que nous pouvions te faire la rejeter, elle a décidé d'utiliser notre amour contre toi. Elle nous a transformés en armes pour te détruire. » Sébastien aida sa mère à se lever, la soutenant tandis qu'elle s'accrochait à lui comme si c'était la seule chose solide dans un monde qui s'écroulait. Antoine arriva en courant avec un verre d'eau, son visage reflétant l'inquiétude d'un père pour son fils. Monsieur Arthur apparut dans le couloir, haletant de l'effort de monter les escaliers. En voyant les photos par terre, son expression s'assombrit d'un mélange de rage et de tristesse. « Papa, tu dois te reposer », supplia Sébastien, guidant ses 2 parents vers la chambre principale. « Je me reposerai quand tu seras en sécurité », répondit le vieil homme avec obstination. « Mon fils, écoute-moi. Cette femme t'a tendu un piège, mais les pièges fonctionnent dans les 2 sens. Si elle a des secrets, tu peux les trouver et les utiliser pour te protéger. Je ne suis pas comme elle, papa. Je ne joue pas sale. » Madame Hélène prit le visage de son fils entre ses mains, l'obligeant à la regarder dans les yeux. « Il ne s'agit pas de jouer sale, mon fils. Il s'agit de justice, d'empêcher qu'elle ne détruise d'autres personnes. Mon enfant, si j'ai appris une chose dans ma vie, c'est ceci. Le silence face à la méchanceté est une complicité. Tu ne peux pas la laisser s'en tirer. » Sébastien regarda ses parents, fragiles, âgés, malades, et pourtant plus forts qu'ils ne l'avaient jamais été, car il comprenait quelque chose qu'il avait oublié dans sa course vers le succès. Que la vraie force ne vient pas du pouvoir ou de l'argent, mais de l'intégrité et de l'amour. « D'accord, » dit-il finalement, « mais nous ferons ça bien, sans vengeance, juste la vérité. » Cette nuit-là, tandis que ses parents dormaient dans la chambre principale, Sébastien s'assit dans son bureau avec Antoine. L'homme âgé avait été le témoin silencieux de toute l'histoire, observant depuis l'ombre comment le fils qu'il avait aidé à élever se perdait dans un monde d'ambition et de trahison. « Antoine, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de savoir tout ce que tu as vu, tout ce que tu as entendu. Chaque détail compte. » L'homme hocha lentement la tête, sortant un papier plié de sa poche. « Il y a autre chose que Monsieur Arthur ne vous a pas dit, jeune homme. La nuit où nous sommes arrivés, j'ai entendu Mademoiselle Christine parler à quelqu'un d'autre que celui qu'elle appelait mon amour. Un homme. Elle lui disait que vous étiez le dernier obstacle à quelque chose de grand, qu'une fois que vous seriez sous contrôle ou hors jeu, le vrai projet pourrait commencer. »« Vrai projet ? Quel projet ?» Antoine lui tendit le papier plié. « J'ai noté le nom qu'elle a mentionné, quelque chose sur des investissements en Amérique du Sud. Opération Papillon, elle a appelé ça. Elle a dit qu'avec votre signature ou sans, cet argent quitterait le pays avant la fin de l'année. » Sébastien sentit que son sang se glaçait. Opération Papillon. Il reconnaissait ce nom de document que Christine lui avait demandé de signer des semaines auparavant, lui disant qu'il s'agissait de simples expansions routinières de l'entreprise. Des documents qu'il avait signés sans vérifier, faisant aveuglément confiance à la femme qu'il croyait aimer. Qu'avait-il réellement signé? Et que d'autres Christine tramait-elle avec son argent, son nom, son entreprise? Sébastien se leva et marcha vers la fenêtre, observant la nuit étoilée. Quelque part dans cette ville, Christine croyait l'avoir vaincu, l'avoir isolé, ruiné, détruit. Elle ne savait pas que la seule chose qu'elle avait réussi à faire était de le réveiller. « Antoine, » dit Sébastien sans se retourner, « demain matin nous allons au bureau. Toi, moi et un avocat plus malin qu'eux tous réunis. Il est temps de découvrir ce qu'est vraiment l'opération Papillon et qui d'autre est impliqué. Oui, jeune homme. Et Antoine, merci de n'avoir jamais abandonné mes parents, d'avoir continué à essayer de me contacter même quand il semblait que je vous avais complètement oublié. » Le vieil homme sourit avec tristesse. « Un père n'abandonne jamais ses enfants, monsieur Sébastien. Et même si je ne suis pas votre père de sang, je vous ai vu grandir. Pour moi, vous serez toujours ce petit garçon qui courait pieds nus dans la cour en poursuivant les poules. Les enfants, même s'ils se perdent, peuvent toujours retrouver le chemin de la maison. » Sébastien sentit les larmes brûler ses yeux de nouveau. Il avait passé des années à construire des murs autour de son cœur, croyant que la dureté était une force, que la froideur était un pouvoir. Mais en 3 jours, ses parents et Antoine lui avaient enseigné plus sur la vraie force que toutes ces années de succès entrepreneurial. Maintenant, il ne restait qu'une question. Arriverait-il à temps pour sauver ce que Christine était en train de détruire? Et plus important, découvrirait-il la vérité avant qu'il ne soit trop tard pour son père? Car pendant que Sébastien planifiait son prochain mouvement, à l'étage, Monsieur Arthur s'étouffait en respirant,
pressant un mouchoir contre sa bouche tandis que son épouse dormait à ses côtés, sans savoir que le temps de son époux s'épuisait bien plus vite que son fils ne l'imaginait. La vie a des manières mystérieuses de pousser les gens vers la vérité. Et parfois cette vérité arrive juste quand le temps est compté. Le lendemain matin se leva sur un silence étrange dans la demeure. Sébastien se réveilla sur le canapé de son bureau, entouré de documents qu'il avait examinés jusqu'à l'aube. Chaque papier qu'il trouvait sur l'opération Papillon était comme découvrir un autre coup de poignard dans le dos. Virement autorisé avec sa signature, compte dans des paradis fiscaux, investissements fantômes dans des entreprises qui n'existèrent même pas. Christine n'avait pas seulement prévu de le voler, elle avait prévu de le détruire complètement. L'arôme du café fraîchement moulu le tira de ses pensées. Il suivit l'odeur jusqu'à la cuisine, et ce qu'il vit le laissa paralysé sur le pas de la porte. Madame Hélène était devant la cuisinière, préparant des crêpes à la main, comme elle le faisait dans la modeste ferme où Sébastien avait grandi. Ses mains ridées travaillaient la pâte avec des mouvements qui parlaient de décennies de pratique. Des aurores, se levant avant le soleil pour préparer le petit déjeuner de sa famille. Antoine était assis à table, épluchant des oranges pour faire du jus frais, et Monsieur Arthur observait son épouse avec un sourire mêlant amour et nostalgie. « Maman !» murmura Sébastien depuis la porte. « Tu n'aurais pas dû faire ça. » Madame Hélène se retourna, s'essuyant les mains sur le tablier qu'elle avait trouvé dans un tiroir oublié. « Ah, mon fils ! Une mère prend toujours soin de ses enfants. Peu importe s'ils sont dans une maison en pierre ou dans un palais. L'amour se sert dans l'assiette, il se cuisine avec le cœur. » Sébastien sentit les larmes menacées de couler à nouveau. Il s'approcha et serra sa mère par derrière, posant sa tête sur son épaule comme lorsqu'il était enfant et que le monde lui semblait trop grand. « Pardonne-moi, maman, pour tous les petits déjeuners où je n'étais pas là, pour toutes les matinées que tu as passées seule à attendre mon appel. » Madame Hélène se retourna et prit le visage de son fils entre ses mains pleines de farine. « Mon enfant, le passé est passé. Ce qui compte, c'est maintenant. Et maintenant, tu es ici avec moi, avec ton père. C'est la seule chose dont j'ai besoin avant que... » « Ne dis pas ça, » interrompit Sébastien, sa voix se brisant. « Papa va s'en sortir. Nous allons trouver les meilleurs médecins, les meilleurs traitements. » Monsieur Arthur toussa doucement de la table, et, un instant, Sébastien remarqua que son père portait discrètement un mouchoir à sa bouche. Il y avait quelque chose dans ce geste qui lui glaça le sang, mais avant qu'il ne puisse poser de questions, Antoine parla. « Monsieur Sébastien, il y a quelque chose que vous devez savoir. Hier soir, après que vous vous soyez endormi dans le bureau, j'ai reçu un appel. C'était Monique, votre assistante. » Sébastien sentit tous ses muscles se tendre. « Monique t'a appelé? Pourquoi ?» Antoine échangea un regard avec Monsieur Arthur avant de répondre. « Elle a dit qu'elle avait besoin de vous parler d'urgence, qu'elle avait des informations sur Mademoiselle Christine qui pourraient vous aider, mais qu'elle ne pouvait pas le faire par téléphone, qu'elle avait peur d'être surveillée. C'est un piège, » dit Sébastien immédiatement. « Monique a travaillé avec Christine pour me tenir éloigné de vous. Je ne peux pas lui faire confiance. Megan Shadow. Fiver Snowy, could do with mist. Peut être, dit Monsieur Arthur d'une voix faible mais ferme, ou peut être qu'elle s'est rendue compte qu'elle était du mauvais côté. Mon fils, les gens peuvent changer. Parfois, quand ils voient les conséquences de leurs actions, ils se réveillent. » Madame Hélène posa un plat de crêpes chaudes devant Sébastien, accompagné de confitures qui sentaient exactement comme celles de son enfance. Elle s'assit à côté de lui, prenant sa main. « Quand tu étais petit, mon fils, il y avait une voisine qui nous rendait la vie impossible. Madame Duval, elle s'appelait. Elle nous critiquait parce que nous étions pauvres, parce que ton père travaillait de ses mains. Elle disait que tu n'arriverais jamais à rien parce que tu venais de rien. » Sébastien écoutait en mordant la crêpe qui avait le goût de tous les souvenirs qu'il avait essayé d'enterrer. « Un jour, » continua sa mère, « le fils de Madame Duval a eu un terrible accident. Ils avaient besoin d'argent pour l'hôpital, mais elle s'était fâchée avec tout le monde dans le quartier. Personne ne voulait l'aider. Et tu sais qui est allé chez elle avec tout l'argent que nous avions économisé ? Papa, murmura Sébastien en regardant son père. Monsieur Arthur hocha la tête. Je lui ai donné tout ce que nous avions. Parce que la douleur d'un père est la douleur de tous les pères. Et parce que garder rancune, c'est comme prendre du poison en espérant que l'autre meure. Madame Duval pleura dans mes bras ce jour-là. Et depuis, elle a été la première à défendre notre famille quand d'autres disaient du mal. Les gens peuvent changer, mon enfant, répéta Madame Hélène. Si Monique veut parler, peut-être devrais-tu l'écouter, mais avec prudence, avec beaucoup de prudence. Sébastien termina son petit déjeuner en silence, ressentant le poids de la décision. Finalement, il sortit son téléphone et composa le numéro de Monique.
Elle répondit à la première sonnerie. Sa voix semblait effrayée. « Monsieur Montaigne, merci d'avoir appelé. J'ai besoin de vous voir. Il y a des choses que vous ignorez, des choses terribles que mademoiselle Dubois est en train de planifier. Pourquoi devrais-je te croire, Monique? Tu as bloqué les appels de mon père. Tu m'as tenu éloigné de lui quand il avait le plus besoin de moi. » Il y eut un long silence. Quand Monique parla à nouveau, elle pleurait. « Parce qu'on m'a payé beaucoup d'argent pour le faire. Et j'avais besoin de cet argent pour l'opération de ma sœur. Mais après, j'ai vu vos parents dans la neige cette nuit-là. Je les ai vus trembler de froid. Et j'ai réalisé que j'étais devenu le genre de personne que j'avais toujours juré de ne pas être. » Sébastien ferma les yeux, ressentant un mélange de rage et de ce qui pourrait être de la compassion. « Où veux-tu que nous nous voyions ? » ?»« Au café du parc, à 2 heures. Mais venez seul, monsieur Montaigne. Si Christine sait que je vous parle. » Sa voix se brisa. « Je ne sais pas de quoi elle est capable. » L'appel se termina. Sébastien regarda ses parents et Antoine, cherchant sur leur visage un signe de ce qu'il devait faire. « Vas-y, mon fils, dit monsieur Arthur, mais emmène Antoine avec toi, qu'il reste à proximité pour surveiller, et si quelque chose ne va pas, tu t'en vas immédiatement. » Les heures jusqu'à 14 heures passèrent comme des siècles. Sébastien tenta de se distraire en révisant plus de documents, mais son esprit ne cessait de tourner. Et si c'était un piège? Et si Christine utilisait Monique pour lui tendre une autre embuscade? Mais il y avait aussi la possibilité que Monique ait réellement des informations qui pourraient l'aider, des informations qui pourraient protéger ses parents et sauver ce qu'il restait de son entreprise. À 14 heures précises, Sébastien entra dans le café du parc. C'était un petit endroit, éloigné du centre-ville. Le genre d'endroit où les gens de son ancien cercle social ne mettraient jamais les pieds. Monique était assise à une table au fond, portant des lunettes de soleil malgré être à l'intérieur. Elle semblait avoir vieilli de 10 ans en une semaine. « Monsieur Montaigne, » dit-elle quand il s'assit, « merci d'être venu. »« Tu as 5 minutes, » répondit Sébastien froidement. « Et il vaut mieux que ce que tu aies à dire soit la vérité. » Monique retira ses lunettes. Ses yeux étaient rouges et gonflés d'avoir tant pleuré. « L'opération Papillon n'est pas seulement une fraude financière, monsieur, c'est bien pire. Christine utilise votre entreprise comme façade pour blanchir de l'argent d'organisations criminelles d'Amérique du Sud. Les signatures que vous avez apposées sur ces documents font de vous un complice légal de tout. » Sébastien sentit que le monde s'arrêtait. « C'est impossible. J'ai vérifié. » Il s'arrêta, réalisant la vérité. « Non, je n'ai rien vérifié. Je lui ai fait aveuglément confiance. Il y a plus. » Monique sortit une clé USB de son sac. « Ici se trouvent toutes les preuves. Courrier, virement, conversation enregistrée. Tout ce dont vous avez besoin pour prouver que vous avez été trompé. Mais il y a aussi autre chose, quelque chose concernant votre père. » Le cœur de Sébastien s'arrêta. « Quoi, concernant mon père ?» Monique déglutit, ses mains tremblantes. Christine a enquêté sur son dossier médical il y a des mois. Elle savait depuis le début que monsieur Arthur était malade et elle l'a utilisé. Elle a tout planifié pour que vous découvriez la vérité au pire moment possible, quand votre père serait si faible. Sa voix se brisa. Quand il serait déjà trop tard pour faire autre chose que de se sentir coupable. Sébastien se leva d'un bond, renversant sa chaise. La rage qu'il ressentait était comme un feu liquide dans ses veines. « Seth, il y a plus, » interrompit Monique. « Votre père a besoin d'un traitement expérimental coûteux, très coûteux. Et Christine s'est assurée de geler tous vos comptes principaux. Sans le contrat Valois, vous n'avez pas les liquidités pour le payer. Comment sais-tu tout ça? Parce que j'étais celle qui gérait votre agenda financier, monsieur Montaigne. J'ai tout vu, tout entendu, et je suis restée silencieuse parce qu'on me payait pour le faire. » Les larmes coulaient librement sur son visage. « Mais je ne peux plus vivre avec ça. Ma sœur a été sauvée grâce à l'argent qu'ils m'ont donné. Comment puis-je profiter de ma vie en sachant que j'ai aidé à détruire la vôtre ?» Sébastien prit la clé USB de main tremblante. Dans ce petit appareil se trouvait toute la vérité, toute la trahison documentée, tout ce dont il avait besoin pour arrêter Christine, mais aussi la vérité la plus douloureuse, qu'il avait perdu de précieuses années avec son père, poursuivant un succès bâti sur des mensonges. Et maintenant, quand il avait enfin ouvert les yeux, le temps était compté. « Il y a autre chose que vous devez savoir, » dit Monique à voix basse. « Xavier Valois n'est pas l'amant de Christine, c'est son associé. Le véritable amant est quelqu'un de beaucoup plus proche de vous, quelqu'un en qui vous aviez une confiance totale. »« Qui ?» Avant que Monique ne puisse répondre, la porte du café s'ouvrit avec fracas. 3 hommes entrèrent, leurs visages partiellement cachés par des casquettes. Monique pâlit. « Courez !» cria-t-elle. « C'est un piège. Ils m'ont suivi. » Sébastien réagit par instinct.
attrapa Monique par le bras et courut vers la sortie arrière. Antoine apparut de nulle part, bloquant l'un des hommes avec son corps. Les trois sortirent dans une ruelle en courant, entendant des cris derrière eux. Ils ne s'arrêtèrent pas avant d'atteindre la voiture d'Antoine, démarrant en faisant crisser les pneus. Sébastien regarda en arrière, son cœur battant comme un tambour de guerre. Les hommes ne les avaient pas suivis, mais le message était clair. Christine savait que Monique avait parlé, et n'allait pas laisser cette information arriver là où elle pourrait lui faire du mal. Quand ils arrivèrent à la demeure, Monsieur Arthur et Madame Hélène les attendaient à la porte, leur visage pâle d'inquiétude. Sébastien serra ses parents dans ses bras, sentant comment ils tremblaient entre ses bras. « Je vais bien, papa. Nous allons bien. » Mais ce n'était pas vrai. Rien n'allait bien. Il avait les preuves pour détruire Christine, mais il savait aussi qu'elle ne s'arrêterait pas. Et le plus terrifiant, c'est qu'il ne savait toujours pas qui était le vrai traître, qui avait été près de lui tout ce temps, souriant à son visage tout en le poignardant dans le dos. Cette nuit-là, tandis que tout le monde dormait, Sébastien s'assit près du lit de son père. Monsieur Arthur respirait difficilement. Chaque inspiration était un effort visible. Sébastien lui prit la main, la sentant froide et fragile. « Papa, je vais arranger ça, je te le promets. Je vais trouver ce traitement, je vais te sauver. » Monsieur Arthur ouvrit lentement les yeux. Il sourit avec ce sourire fatigué, mais plein d'amour que seul un père peut donner. « Tu m'as déjà sauvé, mon fils. Quand tu m'as laissé entrer dans ta maison, quand tu as choisi l'amour plutôt que l'argent, tu m'as déjà donné tout ce dont j'avais besoin. Ne dis pas ça, » pleura Sébastien. Il y a encore du temps, il y a toujours du temps. Mais au fond de son cœur, Sébastien connaissait la vérité. Le temps était le seul ennemi qu'il ne pouvait pas vaincre, et cet ennemi était en train de gagner. Les jours suivants furent une course contre la montre. Sébastien engagea le meilleur avocat pénaliste de la ville, un homme nommé Gustave Lambert, réputé pour être implacable avec les corrompus. Ensemble, ils commencèrent à examiner chaque document de la clé USB que Monique avait remise, construisant un dossier qui non seulement prouverait l'innocence de Sébastien, mais exposerait tout le réseau de crimes que Christine avait tissé en utilisant son nom. Mais pendant qu'il travaillait jour et nuit pour sauver son entreprise et sa liberté, Sébastien voyait son père s'éteindre un peu plus chaque jour. Monsieur Arthur ne descendait plus les escaliers. Il restait au lit la majeure partie du temps, Madame Hélène à ses côtés, lui tenant la main, lui chantant des berceuses comme s'il était un enfant. Un après-midi, tandis que Sébastien révisait des contrats dans le bureau, Antoine entra, le visage empreint d'urgence. « Monsieur Sébastien, votre père demande à vous voir. Il dit que c'est urgent. » Sébastien monta en courant. Il trouva son père assis dans le lit, appuyé sur des oreillers. Il semblait minuscule sous les draps, comme si la vie elle-même l'abandonnait lentement. Mais ses yeux brillaient d'une détermination que Sébastien n'avait pas vue depuis des jours. « Mon fils, assieds-toi. Il y a quelque chose que je dois te dire avant qu'il ne soit trop tard. Papa, ne parle pas comme ça. Le docteur a dit que... » « Le docteur m'a dit la vérité que tu ne veux pas entendre, » interrompit Monsieur Arthur doucement. « Il me reste des semaines, être des jours. Mais avant de partir, tu dois savoir qui est le vrai traître. » Sébastien sentit l'air quitter ses poumons. « Tu sais qui c'est? Comment ?» Monsieur Arthur désigna la fenêtre de la chambre qui donnait sur le jardin arrière. « Hier après-midi, quand tout le monde pensait que je dormais, j'ai entendu des voix dans le jardin. Je me suis penché et j'ai vu Christine parler à quelqu'un. Ils se sont embrassés, mon fils. Et quand cet homme s'est retourné, je l'ai reconnu sur les photos que tu as dans ton bureau. » Le cœur de Sébastien battait si fort qu'il sentait qu'il allait exploser. « Qui c'était, papa ?»« Ton associé, Romain Fontaine. L'homme qui t'a aidé à construire ton entreprise à partir de zéro, ton meilleur ami. » Sébastien sentit comme si on lui avait arraché le cœur de la poitrine. Romain, son ami d'université. L'homme qui avait été à ses côtés à chaque moment crucial de sa carrière. Celui qui était censé être en voyage d'affaires en Europe ces dernières semaines. « Ce n'est pas possible, » murmura Sébastien. « Romain, jamais. »« Je suis désolé, mon fils. » Monsieur Arthur prit la main de Sébastien, « Mais j'ai entendu ce qu'ils ont dit. » Romain disait à Christine que tout se déroulait parfaitement, qu'ils auraient bientôt le contrôle total de ton entreprise et pourraient se marier sans que personne ne se doute de rien, que tu serais tellement anéanti que tu ne te battrais même pas. Madame Hélène entra dans la chambre avec un plateau de thé. En voyant le visage déchiré de son fils, elle posa tout sur la table de chevet et courut l'étreindre. « Oh mon fils, qu'est-ce qui s'est passé ?» Sébastien lui raconta tout entre des sanglots qui le gênaient, mais qu'il ne pouvait contenir. Sa mère le berça comme lorsqu'il était enfant, lui murmurant des mots de réconfort qui rappelaient toutes les fois où elle avait soigné ses genoux écorchés et ses cœurs brisés d'adolescent. « Mon enfant,
La trahison fait plus mal quand elle vient de ceux que nous aimons, mais elle nous apprend aussi qui sont les vrais trésors dans notre vie. Regarde autour de toi, mon fils. Ton père, Antoine, même Monique, qui essaye de réparer son erreur. Ce sont tes vrais alliés. Un coup à la porte interrompit le moment. Antoine passa la tête. Son expression était grave. « Monsieur Sébastien, Maître Lambert est en bas. Il dit que c'est urgent. » Sébastien descendit les escaliers, essuyant ses larmes. Gustave Lambert était dans le salon, entouré de documents éparpillés sur toute la table basse. Son visage montrait un mélange de triomphe et d'inquiétude. « Sébastien, nous avons tout ce qu'il faut pour couler Christine Dubois. Fraude, blanchiment d'argent, complot. Elle passera des années en prison. Mais il y a un problème. » « Quel problème ?» Romain Fontaine. « Il nous a devancés. Ce matin, il a intenté une action en justice contre toi, alléguant que tu as détourné des fonds de l'entreprise pour un usage personnel. Il a des faux documents, mais très bien faits. Et comme il est l'autre associé majoritaire, il a le pouvoir de geler toutes tes actions jusqu'à ce que l'affaire soit résolue. » Sébastien sentit que le monde s'effondrait de nouveau. Combien de temps cela prendra-t-il pour le résoudre? Des mois peut être un an. Et d'ici là, Gustave ne termina pas la phrase, mais ils savaient tous les deux ce que cela signifiait. Monsieur Arthur n'avait pas des mois, à peine des semaines. « Il doit y avoir un autre moyen », dit Sébastien désespérément. « Une façon d'accélérer ça. » Gustave resta silencieux un instant, réfléchissant. Puis il regarda Sébastien d'un air grave. « Il y a un moyen, mais c'est risqué, et il te faudra des nerfs d'acier. Nous devons faire en sorte que Christine et Romain avouent tout publiquement, de manière à ce qu'ils ne puissent pas se rétracter. Comment ? Avec un piège tout comme ils te l'ont tendu. » Au cours des heures suivantes, Sébastien, Gustave et Antoine planifièrent chaque détail. Monique, qui s'était cachée dans un hôtel bon marché, accepta d'aider quand Sébastien l'appela. Elle serait la pièce maîtresse du plan. 2 jours plus tard, Sébastien envoya un message désespéré à Romain. Il avait besoin de le voir d'urgence. Il était prêt à signer tout ce qui était nécessaire pour en finir. Il voulait juste la paix pour être avec son père dans ses derniers jours. Romain accepta de se rencontrer le soir même dans le bureau qu'ils avaient autrefois partagé en tant qu'associés et amis. Sébastien arriva tôt, accompagné seulement d'Antoine, qui resta caché dans le parking. Ce que Romain ne savait pas, c'est que chaque recoin de ce bureau était désormais équipé de caméras et de microphones cachés, installés par une équipe d'enquêteurs privés que Gustave avait engagée. Quand Romain entra, il avait l'air triomphant. Il portait une mallette pleine de documents prêts pour que Sébastien signe sa propre destruction. « Sébastien, mon ami, je suis heureux que tu sois revenu à la raison, » dit-il avec un sourire qui ne semblait plus amical, mais prédateur. « Je n'ai pas eu le choix, » répondit Sébastien en forçant un ton vaincu. « Mon père est en train de mourir. Je ne peux pas me battre et être avec lui en même temps. Vous avez gagné. Ce n'est pas personnel, mon frère. Juste les affaires. »« Juste les affaires ?» Sébastien laissa un peu d'amertume transparaître dans sa voix. « Nous étions amis depuis l'université, Romain. Je te considérais comme mon frère. » Romain haussa les épaules, son masque de fausse amitié tombant enfin. « L'amitié ne paie pas les factures, Sébastien, et tu étais trop mou, trop sentimental. Quand j'ai rencontré Christine à cette conférence il y a 2 ans, j'ai vu l'occasion parfaite. Elle avait besoin de ton argent, j'avais besoin de ton entreprise. C'était naturel de s'associer. » Sébastien eut la nausée, mais il se força à continuer. « Alors, tout n'était que mensonge depuis le début. Les fiançailles, l'amour, tout. » Romain sourit cruellement. « Christine est une actrice exceptionnelle. Et tu as été le parfait idiot, si désespéré d'appartenir à ce monde d'élite, que tu ne t'es jamais demandé pourquoi une femme comme elle s'intéresserait à quelqu'un comme toi. » Sébastien serra les poings sous la table, mais il garda son sang-froid. Il en avait besoin de plus. Il avait besoin que Romain avoue tout. « Et mes parents ? Ça aussi, ça faisait partie du plan. » « Ah, ça c'était génial. » Romain rit. « Quand Christine a découvert que ton père était malade, elle a vu l'occasion parfaite. Nous t'avons tenu éloigné d'eux jusqu'au bon moment, quand tu serais si dévasté par la culpabilité que tu prendrais des décisions émotionnelles. Et ça a marché. Tu as rompu avec Christine devant tout le monde. Tu as ruiné tes relations d'affaires. Tu es devenu la risée de l'industrie. Tu es un monstre, murmura Sébastien. Et cette fois, l'émotion était sincère. Je suis un homme d'affaires, corrigea Romain. Et maintenant, si tu signes ces papiers, nous te laisserons vivre en paix tes dernières semaines avec ton petit papa. Tu peux garder cette petite maison et un fonds suffisant pour survivre. Le reste nous appartient. » La porte du bureau s'ouvrit. Christine entra avec un sourire victorieux, suivie de Xavier Valois,
et de 2 autres hommes que Sébastien reconnut comme des avocats de la concurrence. « Je vois que mon cher ex-fiancé est enfin revenu à la raison », dit Christine en s'asseyant à côté de Romain et en l'embrassant sur les lèvres. « Comme c'est intelligent, Sébastien. Tu as enfin fait quelque chose d'intelligent. Je veux juste que ça finisse, » dit Sébastien en tendant la main vers les documents. « Attends. » Christine l'arrêta. « D'abord, je veux que tu admettes quelque chose devant nous tous, que tu as été un idiot de me rejeter pour 2 vieux qui ne t'ont même pas valorisé quand tu grandissais. Dis-le et nous signerons. » Sébastien la regarda dans les yeux et, pour la première fois depuis des semaines, il sourit. C'était un sourire calme, presque paisible. « Non ? Quoi ?» Christine fronça les sourcils. « J'ai dit non. » Sébastien se leva. « Je ne signerai rien et je n'admettrai rien qui ne soit pas vrai. Mes parents m'ont valorisé plus que quiconque au monde. Ils m'ont aimé quand je n'avais rien et ils m'aiment maintenant que j'ai tout perdu. C'est quelque chose que vous ne comprendrez jamais. » Romain se leva furieux. « Tu es devenu fou. Tu signeras ces papiers ou nous te détruirons complètement. »« Vous l'avez fait, » dit Sébastien tranquillement. « Ou c'est ce que vous pensiez. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que cette conversation a été enregistrée. Chaque mot, chaque aveu. Et en ce moment, des copies de cet enregistrement sont envoyées au procureur, à la presse et à tous vos partenaires commerciaux. » La couleur quitta le visage de Christine. « Tu mens. » Gustave Lambert entra par une autre porte, accompagné de 2 agents du parquet. « Il ne ment pas. Christine Dubois, Romain Fontaine, vous êtes arrêtés pour fraude, blanchiment d'argent et complot criminel. Et cette fois, aucun avocat ne pourra vous en sortir. » Le chaos qui suivit fut comme une symphonie de justice. Christine hurlait des menaces, tandis qu'on lui passait les menottes. Romain tenta de s'enfuir, mais fut plaqué au sol par l'un des agents. Xavier Valois et les autres avocats s'enfuirent, essayant de se désolidariser du désastre. Sébastien observait le tout avec un calme étrange. Il ne ressentait ni triomphe, ni vindication, seulement de la lassitude et un besoin désespéré de rentrer chez lui auprès de son père. Antoine l'attendait sur le parking. Le vieil homme sourit avec fierté. « Vous avez bien fait, monsieur Sébastien. Monsieur Arthur serait fier. Il l'est, Antoine, il est toujours là. Et je vais faire en sorte que chaque jour qui lui reste soit rempli d'amour et de paix. » Quand ils arrivèrent à la demeure, il était plus de minuit. Sébastien monta silencieusement dans la chambre de ses parents. Monsieur Arthur était éveillé, madame Hélène endormie sur une chaise à côté du lit. « Papa, » murmura Sébastien. « Je l'ai fait. Ils sont tombés dans le piège. Tout est fini. » Monsieur Arthur sourit, des larmes coulant sur son visage ridé. « Je savais que tu y arriverais, mon fils. J'ai toujours su que tu retrouverais le chemin de ce qui compte vraiment. » Sébastien s'agenouilla près du lit, prenant la main de son père. « Maintenant, nous pouvons nous concentrer sur ce traitement. Nous avons le temps, papa. Nous avons encore le temps. » Mais monsieur Arthur ferma les yeux, sa respiration de plus en plus faible. Et Sébastien sut, le cœur brisé, que le temps était la seule chose qu'il ne pouvait plus acheter. Les semaines qui suivirent la chute de Christine et Romain furent les plus intenses de la vie de Sébastien. Les médias couvrirent le scandale sans relâche. Une femme d'affaires corrompue et son complice trahissant un homme qui n'avait fait confiance qu'aux mauvaises personnes. Mais Sébastien ne prêtait guère attention aux nouvelles. Tout son monde s'était réduit à une pièce au 2e étage de sa demeure, où monsieur Arthur luttait chaque jour pour respirer un peu plus. Avec les comptes débloqués et les actifs récupérés, Sébastien engagea les meilleurs spécialistes du pays. Le docteur Moreau, un cardiologue de renommée internationale, évalua monsieur Arthur et confirma ce que tous craignaient. Le traitement expérimental pourrait lui donner quelques mois de plus, peut être 1 an, s'ils avaient de la chance. Mais ce n'était pas une guérison, juste du temps emprunté. « Combien cela coûte-t-il » demanda Sébastien sans hésiter. « Monsieur Montaigne, nous parlons d'un demi-million d'euros, et sans garantie. Peu importe, faites le nécessaire. » Mais lorsque le docteur Moreau partit, ce fut monsieur Arthur qui prit la main de son fils. « Non, mon fils. » Sébastien le regarda sans comprendre. « Qu'est-ce que tu veux dire par non, papa ? Ce traitement peut te sauver. »« Il peut me donner du temps, » corrigea monsieur Arthur doucement. « Du temps à l'hôpital, branché à des machines, ressentant de la douleur tous les jours. Ce n'est pas le temps que je veux, mon fils. Alors, qu'est-ce que tu veux ?» Sébastien sentit les larmes brûler ses yeux. « Tu veux que je reste ici à te regarder mourir sans rien faire ?» Monsieur Arthur sourit avec ce sourire que Sébastien avait aimé toute sa vie. « Je veux que tu utilises cet argent pour quelque chose de mieux. Je veux passer mes derniers jours ici, dans cette maison, avec ma femme et mon fils, sans douleur, sans machine. Seulement de l'amour, et je veux que, lorsque je partirai, tu saches que j'ai été l'homme le plus riche du monde,
parce que j'ai eu tout ce qui compte vraiment. Madame Hélène, qui écoutait depuis la porte, entra en pleurant et étreignit son mari. « Ah, mon vieux têtu, toujours aussi obstiné. C'est pour ça que tu es tombée amoureuse de moi, plaisanta monsieur Arthur. » Et pour un instant, Sébastien vit en ses parents les jeunes qui s'étaient rencontrés des décennies auparavant, quand la vie était dure, mais l'amour suffisait. Sébastien accepta la décision de son père, même si elle lui brisait le cœur. Il engagea des infirmières spécialisées en soins palliatifs pour s'assurer que monsieur Arthur ne souffre pas. Il transforma la chambre principale en un espace rempli de lumière, avec des fenêtres ouvertes qui laissaient entrer le soleil et le chant des oiseaux. Il apporta des photographies de toute la vie de la famille. Monsieur Arthur, jeune, avec sa salopette de maçon. Madame Hélène cousant près d'une lampe à huile. Sébastien enfant, poursuivant les poules dans la cour de sa modeste ferme. Antoine emménagea dans une chambre d'amis pour être toujours à proximité si on avait besoin de lui. Monique, qui avait témoigné contre Christine et Romain, venait 2 fois par semaine apporter des fleurs fraîches et partager un café avec Madame Hélène. Elle avait perdu son emploi, mais avait trouvé quelque chose de plus précieux, la rédemption et une famille improvisée qui l'avait pardonnée alors qu'elle ne pouvait pas se pardonner elle-même. Un après-midi, tandis que Sébastien lisait à haute voix le livre préféré de son père, Les Misérables de Victor Hugo, monsieur Arthur l'interrompit. « Mon fils, il y a quelque chose que j'ai besoin que tu fasses pour moi. Ce que tu veux, papa. Cherche dans ma vieille valise, celle que j'ai apportée cette nuit-là. Il y a une enveloppe jaune au fond. » Sébastien trouva l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite à la main tremblante de son père et une vieille coupure de journal. La coupure datait de plus de 30 ans. Elle montrait un jeune maçon recevant une reconnaissance pour avoir sauvé un enfant d'un effondrement sur un chantier. « C'est toi, papa », murmura Sébastien, reconnaissant le jeune visage de monsieur Arthur sur la photographie floue. « Ce jour-là, j'ai failli mourir, » dit monsieur Arthur. « Un mur est tombé et un enfant a été piégé. Tout le monde a couru pour se sauver, mais j'ai entendu ses pleurs. Je suis entré et je l'ai sorti juste avant que tout ne s'écroule. Je me suis cassé 3 côtes, mais l'enfant a vécu. Pourquoi ne m'as-tu jamais raconté ça ? Parce que je ne l'ai pas fait pour la reconnaissance, mon fils. Je l'ai fait parce que c'était la bonne chose à faire. Et c'est l'héritage que je veux te laisser. Peu importe combien d'argent tu as ou combien de pouvoir tu atteins, la seule chose qui compte, c'est ce que tu fais quand personne ne te regarde. Comment traites-tu ceux qui ne peuvent rien te donner en retour ? » Sébastien serra son père dans ses bras, sentant à quel point son corps était devenu fragile, mais aussi à quel point son âme était immense. « Maintenant, lis la lettre, » dit monsieur Arthur. Sébastien déplia le papier de main tremblante. « Mon fils, si tu lis ceci, cela signifie que mon temps est compté, et c'est bien ainsi. J'ai vécu une vie pleine, remplie d'amour et de buts. J'ai travaillé de mes mains jusqu'à ce qu'elles saignent, mais je ne me suis jamais senti pauvre parce que j'avais ta mère et je t'avais toi. Je ne t'écris pas pour que tu te sentes coupable. Les parents pardonnent avant même qu'il n'y ait quelque chose à pardonner. Je t'écris pour te rappeler qui tu es vraiment. Tu es l'enfant qui partageait son pain avec d'autres enfants qui avaient moins. Le jeune homme qui étudiait sous la lumière de la rue, parce que nous n'avions pas l'électricité, mais qui ne s'est jamais plaint. L'homme qui a construit un empire, mais qui, quand il a dû choisir, a choisi l'amour. C'est mon fils. Non pas celui qui s'est perdu en chemin, mais celui qui a retrouvé le chemin de la maison. Je te demande 3 choses. Premièrement, prends soin de ta mère. Elle est mon cœur qui marche dans le monde. Deuxièmement, ne garde pas de rancune contre ceux qui t'ont trahi. Le pardon n'est pas pour eux, il est pour toi, pour que tu puisses vivre en paix. Troisièmement, utilise ton succès pour aider les autres, surtout ceux qui, comme nous, travaillent dur, mais ont besoin d'une opportunité. Je t'aime plus que les mots ne peuvent l'exprimer, et je serai toujours avec toi dans chaque bonne décision que tu prendras, dans chaque acte de gentillesse que tu accompliras. Ton père qui t'adore, Arthur. » Sébastien termina de lire, le visage trempé de larmes. Madame Hélène entra et se joignit à l'étreinte. Tous les 3 formant un cercle d'amour qu'aucune trahison n'avait pu briser. Les jours se transformèrent en une précieuse routine. Des petits déjeuners préparés par Madame Hélène avec les recettes qu'elle avait perfectionnées pendant des décennies. Des après-midi où Antoine racontait des histoires de Sébastien enfant, se mettant dans des problèmes en poursuivant les poules. Des soirées où les 3 s'asseyaient ensemble, parfois parlant, parfois en silence, simplement appréciant d'être réunis. Sébastien utilisa sa fortune retrouvée pour créer la fondation Arthur et Hélène Montaigne, dédiée à l'octroi de bourses d'études aux enfants de travailleurs modestes qui souhaitaient étudier. La première bénéficiaire fut la fille d'une employée de maison, la seconde le fils d'un maçon. Monique devint la directrice de la fondation,
trouvant dans ce travail la rédemption qu'elle avait tant cherchée. Chaque fois qu'elle remettait une bourse, elle pensait aux appels qu'elle avait bloqués et à la douleur qu'elle avait causée. Et chaque fois, elle renouvelait son engagement à faire le bien. Un matin, quelques semaines plus tard, Sébastien se réveilla et sut que quelque chose avait changé. Le silence dans la maison était différent, plus lourd. Il monta les escaliers le cœur serré. Monsieur Arthur était au lit. Madame Hélène allongée à côté de lui, lui tenant la main. Antoine était assis sur une chaise proche, des larmes silencieuses coulant sur son visage buriné. « Mon fils !» murmura Monsieur Arthur quand Sébastien entra. « Viens, assieds-toi. » Sébastien s'agenouilla près du lit, prenant l'autre main de son père. « Papa, le docteur a dit qu'il viendrait aujourd'hui. Nous pouvons ajuster ton traitement. Je n'ai plus besoin de traitement, mon fils. » Monsieur Arthur sourit avec paix. « C'est l'heure et je suis prêt. »« Non, » pleura Sébastien. « Tu ne peux pas partir. Il y a encore tant de choses que je veux faire avec toi. Tant de petits déjeuners à partager, tant d'histoires à écouter. Et tu m'as donné plus que tout ce dont j'ai jamais rêvé, mon fils. Ces derniers jours passés avec toi ont été le plus grand cadeau de ma vie. Je pars heureux. Je pars complet. » Monsieur Arthur regarda son épouse, caressant son visage de doigts qui n'avait déjà presque plus de force. « Hélène, amour de ma vie, merci pour chaque jour, pour chaque sacrifice, pour m'avoir donné le plus beau cadeau qu'un homme puisse recevoir. Un fils extraordinaire. On se voit bientôt, mon vieux, » pleura Madame Hélène. « Ne tarde pas trop à m'attendre là-haut. » Monsieur Arthur sourit et ferma les yeux. Sa respiration devint plus lente, plus calme, et alors, entouré de sa famille, le soleil entrant par la fenêtre, illuminant son visage en paix, Monsieur Arthur Montaigne s'en alla. Il n'y eut pas de drame, pas de douleur, juste une dernière expiration douce, comme un soupir de soulagement, comme s'il pouvait enfin se reposer après une vie de travail acharné et d'amour inconditionnel. Sébastien sanglota, s'accrochant à la main de son père, sentant la chaleur l'abandonner lentement. Madame Hélène embrassa le front de son époux une dernière fois, lui murmurant des mots d'amour que seuls elle et lui comprendraient. Antoine pria en silence, remerciant la vie de lui avoir permis de connaître un homme si noble. Les funérailles furent simples, mais remplies d'amour. Il n'y eut pas de foule d'hommes d'affaires, ni de faste corporatif. Seulement les personnes qui avaient vraiment connu Monsieur Arthur, des voisins de son ancien quartier, des collègues de travail, des familles qu'il avait aidées sans rien attendre en retour. Pendant le service, Sébastien parla d'une voix brisée mais ferme. « Mon père m'a appris que le vrai succès ne se mesure pas en compte bancaire, mais en vie touchée. Non pas en propriété accumulée, mais en amour partagé. J'ai passé des années à poursuivre une illusion de grandeur et j'ai failli perdre la seule chose qui me rendait vraiment grand, l'amour de ma famille. Mais mon père m'a donné quelque chose de plus précieux que le temps. Il m'a donné une seconde chance. Il m'a montré qu'il n'est jamais trop tard pour choisir l'amour plutôt que l'orgueil, la famille plutôt que l'ambition, le réel. Et bien qu'aujourd'hui mon cœur soit brisé, il est aussi rempli, car j'ai eu le privilège d'être le fils d'Arthur Montaigne, un homme qui n'a jamais eu grand-chose, mais qui a tout donné. » Après les funérailles, la vie continua, transformée. Madame Hélène aménagea définitivement dans la demeure, remplissant chaque recoin de l'amour que seule une mère peut donner. Elle cuisinait pour Sébastien, le réprimandait quand il travaillait trop, et, peu à peu, transforma cette maison froide en un véritable foyer. Antoine devint officiellement l'administrateur de la propriété, mais plus que cela, le grand-père que Sébastien n'avait jamais eu. Ensemble, ils construisirent un petit poulailler dans le jardin arrière, en l'honneur des vieux temps. Monique continua de diriger la fondation avec une passion renouvelée. Chaque bourse octroyée était un pas de plus vers la rédemption, et bien qu'elle ne pardonnerait jamais complètement ce qu'elle avait fait, elle apprit à vivre avec tout en faisant le bien. Christine et Romain furent condamnés à 15 ans de prison pour fraude et blanchiment d'argent. Sébastien n'assista pas à la lecture de la sentence. Cela n'importait plus. Il avait appris que la vengeance n'apporte pas la paix, seulement plus d'amertume. 1 an après le départ de Monsieur Arthur, Sébastien était dans le jardin, regardant sa mère arroser les fleurs, quand Antoine s'approcha avec une vieille boîte. « Monsieur Sébastien, j'ai trouvé ceci en nettoyant la chambre où dormait votre père. Je crois qu'il voulait que vous l'ayez. » C'était la boîte à outils de Monsieur Arthur. Les mêmes outils avec lesquels il avait construit des maisons, monté des murs, nourri sa famille. À l'intérieur se trouvait une dernière note. « Mon fils, ces outils ont construit notre gagne-pain. Maintenant, construis quelque chose de plus grand. Un héritage de bonté. Je t'aime, papa. » Sébastien serra la boîte contre sa poitrine, sentant la présence de son père comme s'il n'était jamais parti. Et d'une certaine manière, il n'était pas parti.
Il était dans chaque bonne décision que Sébastien prenait, dans chaque acte de gentillesse, dans chaque moment où il choisissait l'amour plutôt que l'argent. Cette nuit-là, Sébastien s'assit avec sa mère sur la véranda. Madame Hélène tricotait une écharpe tandis que les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel. « Maman, tu crois que papa serait fier de moi ?» Madame Hélène arrêta de tricoter et prit la main de son fils. « Mon fils, ton père a toujours été fier de toi, même quand tu t'es perdu, parce qu'il savait que tu finirais par retrouver le chemin. Et tu l'as retrouvé, mon enfant. Tu l'as retrouvé. » Sébastien leva les yeux vers le ciel étoilé, ressentant une paix qu'il n'avait pas connue depuis des années. Il avait perdu une fortune, en avait gagné une autre, perdu des amis qui s'étaient révélés être des ennemis et retrouvé une famille qu'il avait toujours attendue. Et quelque part, au-delà des étoiles, il était sûr que M. Arthur souriait parce que son fils avait finalement appris la leçon la plus importante, que l'amour est la seule richesse que personne ne peut vous enlever, le seul héritage qui vaille vraiment la peine d'être laissé. Le vent souffla doucement, balançant les fleurs que Madame Hélène soignait tant, et dans ce murmure du vent, Sébastien aurait juré entendre la voix de son père. « Bien fait, mon fils, bien fait !» Et pour la première fois depuis longtemps, Sébastien sut avec certitude que tout irait bien, parce qu'il avait appris que le vrai succès n'est pas d'atteindre le sommet et d'y rester seul, mais d'y arriver avec les personnes que l'on aime et de construire quelque chose qui perdure au-delà de sa propre vie. Il avait perdu du temps, il avait perdu de l'argent, il avait perdu son père, mais il avait gagné quelque chose d'infiniment plus précieux. Il avait retrouvé le chemin de la maison, et au final, c'était tout ce qui comptait vraiment.